l'Ukraine s'est vue offrir une paix. Si l'Ukraine accepte, alors elle offrira à la Russie la victoire qu'elle a tout sacrifiée pour tenter d'empêcher. Les autorités ukrainiennes ont reçu la semaine dernière une proposition de paix en 28 points rédigée par des envoyés russes et américains. L'Ukraine et ses alliés européens étant totalement exclus de la discussion, ce plan est inacceptable pour l'Ukraine. C'est une simple copie conforme de la liste de souhaits diplomatiques à laquelle la Russie s'accroche depuis les premières heures de la guerre. Cela garantirait presque une nouvelle invasion de l'Ukraine par la Russie prochainement. Mais Washington a été on ne peut plus clair. On s'attend à ce que l'Ukraine accepte l'accord. Elle doit accepter l'accord tel quel, sinon Washington va l'abandonner. C'est une situation impossible pour Kiev, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a exposé en des termes très clairs. Citation. Maintenant, l'Ukraine pourrait se retrouver face à un choix très difficile, soit la perte de sa dignité, soit le risque de perdre un partenaire clé. Zelensky est confronté à un choix existentiel à un moment de grande faiblesse sur le front intérieur. Rejeter l'accord et se préparer à payer la survie de l'Ukraine avec encore plus de vie qu'auparavant, ou l'accepter et poser les bases pour que l'Ukraine soit complètement avalée par la Russie dans les années à venir. En ce moment, tout compte. Les termes de la proposition, la situation en Ukraine et sur le champ de bataille, ainsi que les circonstances de sa création. Et les efforts acharnés de l'Ukraine et de ses derniers alliés pour trouver une autre voie à suivre. Après près de 4 ans de guerre continue à toute heure, c'est le moment de vérité pour l'Ukraine. Et les chances d'une véritable victoire sont extrêmement minces. Et maintenant, revenons à la vidéo d'aujourd'hui. Le plan de paix. Avant de détailler le plan de paix présenté à l'Ukraine la semaine dernière, il est essentiel d'expliquer un contexte important à garder à l'esprit pendant tout l'épisode. Tout ce dont nous parlons aujourd'hui, chaque point de ce plan de paix et chaque élément de négociation qui suivra doit être interprété dans le contexte de la menace d'une seconde invasion russe. La Russie pourrait vouloir imposer des conditions de paix très favorables et forcer l'Ukraine à accepter. Et ensuite, une fois que l'Ukraine aura réduit la taille de son armée, neutralisé ses capacités de défense et renoncé à toute protection des États-Unis ou de l'Europe, la Russie réinvasera et prendra définitivement le contrôle de l'Ukraine. Les dirigeants ukrainiens, européens et de nombreux experts en conflit alertent sur cette possibilité depuis des années. Et nous ne voulons pas trop en révéler, mais disons simplement que cette proposition la plus récente a confirmé ces craintes au lieu de les apaiser. Rappelez-vous, la Russie a été très claire depuis le début de ce conflit. Elle veut anéantir le gouvernement et l'idée d'Ukraine pour l'annexer ou installer un État fantoche soutenu par la Russie. La Russie en a les capacités. Rappelez-vous les débuts de l'invasion de l'Ukraine. La Russie a été stoppée par des échecs logistiques évitables, et non par manque de force, elle aurait pu conquérir l'Ukraine avec une meilleure stratégie. En établissant une paix favorable, tout en imposant un ensemble de restrictions drastiques à la capacité de l'Ukraine de s'armer ou de se défendre à l'avenir, les observateurs du conflit craignent que la Russie puisse passer quelques années tranquilles à reposer et entraîner ses soldats, à reconstituer ses colonnes de troupes et à établir un meilleur plan d'invasion avant de foncer sur Kiev, comme elle avait prévu de le faire en 2022. Gardez à l'esprit que nous évoquons ici le pire scénario, que l'Ukraine doit éviter. Le projet de paix présenté par les États-Unis à l'Ukraine la semaine dernière résultait de réunions secrètes entre Steve Witkoff, envoyé présidentiel américain, et son homologue du Kremlin. L'Ukraine et ses alliés européens ont été exclus de la rédaction et n'ont même pas été informés publiquement de ce processus. La proposition de paix comprend 28 points, bien qu'elle n'ait pas encore été officiellement publiée à ce jour. La diffusion du plan à la presse internationale nous permet d'en rendre compte. Si vous souhaitez garder autre chose en tête lors de notre discussion du plan, nous serions aussi négligents. De plus, au début, cette proposition n'a pas été présentée à l'Ukraine ou au public comme ouverte à de nouvelles négociations. Pour citer Donald Trump vendredi dernier, il va devoir l'approuver. Il s'agit de Zelensky. Nous allons donc passer en revue ces 28 points et voir à quel point ce plan est préoccupant pour l'Ukraine. Juste une remarque d'ailleurs, au lieu de lire les différents points de la proposition dans l'ordre, nous allons regrouper les 28 points selon les questions qu'ils sont censés aborder. Ainsi, nous pourrons combler les lacunes et fournir un contexte important un peu plus facilement. Et nous allons commencer par les bases. Les points du plan qui disent essentiellement qu'il s'agit d'un plan de paix et que toute personne qui le signe accepte la paix.
Selon la proposition, une fois acceptée, la Russie et l'Ukraine appliqueront un cessez-le-feu immédiat et se retireront vers des positions prédéfinies, détaillées ultérieurement. Cet accord, juridiquement contraignant selon le droit international, sera supervisé par un Conseil de la paix. Comme pour la structure adoptée par les États-Unis à Gaza, le président Donald Trump dirigera ce Conseil de la paix. Après la signature de l'accord, les États-Unis animeront un dialogue entre la Russie et l'OTAN. Ce choix est notable, car les États-Unis sont membres de l'OTAN, non des arbitres neutres. Pendant ce dialogue, tous œuvreront à la désescalade et à résoudre les préoccupations de sécurité. L'accord prendra sa forme finale sous la forme d'un accord de non-agression totale, complet et global entre la Russie, l'Ukraine et l'Europe. L'accord comprend également une stipulation à ce sujet qui entraîne des implications telles qu'elles pourraient remplir tout un épisode séparé. Je cite, « Toutes les ambiguïtés des 30 dernières années seront considérées comme résolues. » La proposition ne précise pas réellement quelles sont ces ambiguïtés. D'autres stipulations concernent l'avenir de la région, notamment le découpage du territoire ukrainien. Le Donbass, Donetsk, Luhansk, incluant les zones non conquises par la Russie, doivent être reconnus comme russes de facto, tout comme l'isthme de Crimée annexé en 2014. Cela signifie que l'Ukraine céderait des points défensifs cruciaux comme le territoire où se trouvait autrefois la ville de Pokrovsk, ainsi que les grandes villes de Sloviansk et Kramatorsk, sans combattre. Les États-Unis reconnaîtraient les revendications de la Russie sur ce territoire, bien que ce territoire serait en pratique, et je cite à nouveau, considéré comme une zone tampon neutre et démilitarisée, les forces russes n'entreront pas dans cette zone démilitarisée. Dans les régions de Kherson et de Zaporijia, le contrôle territorial serait figé sur la ligne de conflit entre la Russie et l'Ukraine, ce qui signifie que la Russie obtiendrait par défaut la reconnaissance et le contrôle du territoire qu'elle contrôle actuellement. En dehors de ces 4 oblasts de l'Est et de la Crimée, la Russie abandonnerait les petites poches de territoire qu'elle occupe actuellement, principalement dans des zones dispersées le long de la frontière ukrainienne. L'accord inclut, je cite, « l'attente que la Russie n'envahisse pas ses voisins ». Cependant, pour des raisons évoquées plus loin dans l'accord, cette attente n'a pas réellement de poids. Nous pouvons alors examiner les restrictions que la proposition initiale imposerait à l'Ukraine, notamment la perte d'environ 1/5 de son territoire, y compris des zones jamais conquises par la Russie. Selon cette proposition, l'Ukraine limiterait ses forces armées à 600 000 soldats, bien moins que les 900 000 militaires, 1,2 million de réservistes et 100 000 paramilitaires actuels. La Russie, avec une armée encore plus grande que Vladimir Poutine, a ordonné en 2024 d'augmenter à près de 2 400 000 soldats, dont 1 500 000 en service actif à tout moment, ne limiterait en aucune façon la taille de ses forces armées. L'Ukraine serait contrainte d'inscrire, par un amendement à sa constitution, qu'elle ne rejoindra jamais l'alliance de l'OTAN, tandis que l'OTAN accepterait de modifier ses statuts pour préciser qu'elle n'admettra jamais l'Ukraine au sein du bloc à l'avenir. Elle devra renoncer à tout déploiement de troupes de l'OTAN en Ukraine, que ce soit officiellement ou par une coalition, via une clause interdisant tout stationnement de forces de l'OTAN en Ukraine. La Russie pourrait aisément généraliser ce choix de mots, déclarant qu'une coalition de volontaires viole le cessez-le-feu, rend la proposition caduque et lui permet de reprendre la guerre à sa convenance. L'Ukraine devrait organiser des élections nationales dans les 100 jours après la signature de l'accord. Cela garantirait à la fois que le mandat de Vladimir Zelensky en tant que dirigeant prendrait fin et qu'un vote aurait lieu selon un calendrier précipité, en pleine confusion d'un cessez-le-feu immédiat. Cela offrirait bien sûr à la Russie un terrain très fertile pour utiliser ces outils bien connus d'ingérence et de manipulation électorale à l'intérieur de Kiev. Enfin, l'Ukraine accepte d'être un État non doté d'armes nucléaires selon le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, alors qu'elle est déjà partie au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Malgré quelques rumeurs, cela semble relever de la fanfiction géopolitique. Il est très peu probable que l'Ukraine cherche à développer des armes nucléaires tant que Vladimir Poutine et son régime vivent. Dans le cadre de la proposition, on s'attendrait à ce que la Russie accepte elle aussi quelques restrictions, même si elles sont loin d'être du même ordre que celles auxquelles l'Ukraine devrait se soumettre.
tant la Russie devrait reprendre le dialogue avec les États-Unis sur la non-prolifération nucléaire, poursuivant ainsi les efforts déjà en cours pour contrôler la prolifération nucléaire après la suspension du traité New START en 2023. La Russie devrait également adopter des lois qui, je cite, inscriraient dans la législation une politique de non-agression envers l'Europe et l'Ukraine. Contrairement à l'Ukraine, ce ne serait pas un amendement constitutionnel. Demander une nouvelle loi revient soit à méconnaître le fonctionnement réel de la Russie, soit à donner à Moscou une marge de manœuvre presque illimitée. Les lois soutenues par Poutine peuvent être abrogées dès le lendemain avec son accord. Mais plus important encore, ces lois ne limitent le comportement de la Russie que dans la mesure où la Russie accepte volontairement de se limiter elle-même. Concrètement, Poutine et ses alliés pourraient former d'immenses colonnes flottantes de troupes à la nouvelle frontière ukrainienne redéfinie et abroger une telle loi uniquement au moment de l'invasion. S'ils prenaient juste la peine de l'abroger. L'OTAN devrait aussi accepter des restrictions. Si la Russie n'envahit pas ses voisins, l'OTAN serait empêchée de s'étendre à l'avenir. Cette proposition vise non seulement à exclure l'Ukraine, mais aussi à bloquer toute nouvelle adhésion à l'OTAN indéfiniment. L'Europe placerait aussi ses avions de chasse en Pologne pour garantir la sécurité de l'Ukraine, un point essentiel pour plusieurs raisons. Cela limite la capacité de l'Europe à former une coalition pour défendre l'Ukraine contre de futures attaques. Cela place une puissance aérienne avancée à l'extrémité de l'Ukraine, ce qui signifie que les zones ukrainiennes en première ligne, lors d'une future réinvasion russe, seraient hors de portée sans ravitaillement, et les cibles profondes en Russie resteraient inaccessibles. Enfin, comme l'ont noté certains analystes, cela signifie que seuls des avions européens défendront l'Ukraine, et non américains, ce qui comptera lors de la discussion sur les garanties de sécurité américaines. Cet accord accorderait à la Russie des avantages et privilèges supplémentaires. Elle serait réintégrée dans l'économie mondiale et invitée à revenir au forum du G8, aujourd'hui appelé G7 en l'absence de la Russie. Elle bénéficierait d'un allègement progressif des sanctions et conclurait de nouveaux partenariats avec les États-Unis. Cela inclurait une force opérationnelle de sécurité où la Russie et l'Amérique travailleraient ensemble pour, je cite, « promouvoir et faire respecter le respect de l'accord », l'Ukraine n'étant bien sûr pas invitée. Les deux nations concluraient également un accord économique à long terme portant sur des domaines tels que l'énergie, l'extraction de ressources, les centres de données, la collecte de terres rares, l'intelligence artificielle et bien d'autres encore. La Russie obtiendra une part de 50% de toute l'électricité produite à la centrale nucléaire de Zaporijia. Sous contrôle russe depuis 2022, toutes les parties recevraient une amnistie totale pour les actes commis durant la guerre et renonceraient à toute poursuite ou différence. Ainsi, les atrocités russes à Boukhara, la séparation des familles, la rééducation des enfants, la torture et les mauvais traitements des prisonniers seraient essentiellement excusés. Les deux parties devraient respecter plusieurs mesures de tolérance, encourager la compréhension, éliminer racisme et préjugés, garantir les droits des médias et de l'éducation ukrainien et russe, interdire l'idéologie nazie, entre autres. En réalité, il s'agit simplement de reprise des allégations infondées de la Russie sur la dénazification, le génocide des russophones et d'autres prétextes pour justifier l'invasion de Moscou. Et en pratique, le contrôle étendu de la Russie sur ses médias, l'éducation, sa capacité d'enquête interne et d'autres éléments de la société civile signifierait que la Russie serait libre de se conformer symboliquement ou de ne pas se conformer du tout, selon ce qu'elle juge approprié. L'Ukraine, sous contrôle renforcé, devrait respecter les règles de l'Union européenne sur la tolérance religieuse et la protection des minorités linguistiques, ce que la Russie voit comme une justification de ses accusations de discrimination. Et pour un dernier avantage en faveur de la Russie, le document demande aux deux parties d'éviter de modifier à l'avenir les accords territoriaux de l'accord de paix par la force. Bien que cela limiterait, en pratique, les deux parties, il y a un peu plus que cela. Cela empêcherait l'Ukraine de récupérer les territoires pris par la Russie et toute tentative entraînerait la perte des garanties de sécurité. Or, seule l'Ukraine a besoin de ces garanties, ce qui rend l'accord inefficace pour dissuader une nouvelle invasion russe. En échange, l'Ukraine bénéficie de certains avantages, bien qu'ils soient bien moins importants que ceux que reçoit la Russie. Le premier point de l'accord stipule que la souveraineté de l'Ukraine doit être reconfirmée, mais il n'est pas précisé qui doit le faire, ou que la Russie est à reconnaître cette idée, même seulement dans sa rhétorique. L'Ukraine a obtenu des garanties de sécurité des États-Unis. En gardant à l'esprit, encore une fois, que ces garanties
seront utilisés comme levier pour empêcher l'Ukraine de tenter de reprendre ses anciens territoires, alors que la Russie n'est soumise à rien de comparable. Les États-Unis promettent une réponse militaire forte et coordonnée si l'Ukraine est à nouveau envahie, rétablissement de toutes les sanctions mondiales et retrait de la reconnaissance des nouveaux territoires russes. Tout cela semble très bien sûr, jusqu'à ce que l'on se rappelle qu'il existe de nombreuses conditions sous lesquelles ces garanties pourraient être annulées. Ce qui signifie qu'il existe toutes sortes de moyens pour les États-Unis de justifier de ne pas réellement agir selon ces garanties lorsque le moment sera venu. L'Ukraine ne peut envahir la Russie ni tirer de missiles sur Moscou ou Saint-Pétersbourg. Cela paraît juste. Les États-Unis seront indemnisés pour la garantie de sécurité fournie, même si les modalités restent à définir. Certes, l'Ukraine obtient quelques petites victoires dans les accords, mais elles restent plus mineures et n'exigent aucun vrai compromis de la Russie. L'accord prévoit que la Russie n'entrave pas l'usage du fleuve Dnipro par l'Ukraine et encourage des accords pour la libre circulation des céréales via la mer Noire. Selon l'accord, l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN, mais reste éligible à l'Union européenne et bénéficiera d'un accès préférentiel au marché européen à court terme. Cela arrivera lors de la finalisation des détails. L'Ukraine sera également bénéficiaire d'un, je cite, « solide programme mondial de reconstruction », comprenant des investissements dans des secteurs à forte croissance comme l'intelligence artificielle et les centres de données. Le partenariat avec les États-Unis et une refonte de la réhabilitation et de la modernisation des infrastructures gazières de l'Ukraine dans les villes dévastées pendant la guerre, le développement des infrastructures ainsi que l'exploitation minière et l'extraction des ressources naturelles. L'accord prévoit que 100 milliards de dollars de fonds russes gelés serviront à la reconstruction de l'Ukraine. Les États-Unis recevront 50% des bénéfices. L'Europe devra égaler cette contribution et les fonds russes restants iront à des initiatives communes entre les États-Unis et la Russie. Pour citer, créer une forte motivation à ne pas retourner au conflit. Enfin, l'accord prévoit plusieurs mesures de réconciliation largement définies. Tous les prisonniers, corps, détenus civils et otages, y compris les enfants, seront échangés ou rendus par chaque camp. La proposition promet un programme de réunification familiale et, je cite, « des dispositions seront prises pour répondre à la souffrance des victimes du conflit ». Fin de citation. Dans l'ensemble, cependant, nous tenons à souligner cela. Certains points de cet accord de paix répondent à d'importantes préoccupations ukrainiennes, comme le retour des prisonniers de guerre et des enfants enlevés. La proposition telle que rédigée sert les intérêts russes. L'accord réduirait fortement la capacité de défense de l'Ukraine. Et il interdit essentiellement à l'Europe, ou à l'ensemble de l'alliance de l'OTAN, de fournir le type de garantie de sécurité que la plupart des dirigeants européens souhaiteraient. Il force l'Ukraine à dépendre de garanties de sécurité incertaines et révocables des États-Unis. Même les alliés de l'OTAN doutent de la volonté de Washington d'honorer des engagements de sécurité plus forts que ceux proposés à l'Ukraine. Il accepte toute une série de conditions que l'Ukraine a catégoriquement refusées lors de toutes les tentatives de négociation précédentes. Cela valide la revendication et la rhétorique que la Russie utilise depuis des années pour justifier son invasion. En essence, c'est le genre d'accord que l'on s'attendrait à ce que l'Ukraine rejette immédiatement, sauf qu'en ce moment, il n'est pas certain que l'Ukraine ait le choix. Prendre ou laisser. Dès que les premières rumeurs sur les conditions de paix de Washington ont circulé dans la presse internationale, il était vite apparu que l'accord ne visait pas à servir les intérêts ukrainiens. Même avant que l'ébauche de l'accord ne soit divulguée, des experts et des décideurs ont souligné que toute proposition rédigée lors d'une conversation entre un envoyé américain et un envoyé russe, sans aucune implication ukrainienne ou européenne, n'allait probablement pas être le genre de proposition que l'Ukraine pourrait accepter immédiatement. Mais avant que l'intégralité de l'accord ne soit communiquée à la presse, les États-Unis faisaient déjà clairement comprendre à Kiev que, qu'elle le veuille ou non, l'Ukraine était censée accepter l'accord sans condition. Selon des sources citées par Reuters, les États-Unis ont menacé de couper complètement les livraisons d'armes et le partage de renseignements à moins que l'Ukraine ne signe l'accord dans la semaine. Selon ces sources, citant Reuters, Kiev subissait une pression de Washington plus forte qu'aux précédentes discussions de paix. Les États-Unis ont envoyé une délégation militaire à Kiev où l'ambassadeur américain a confirmé un calendrier agressif pour conclure l'accord. Selon des sources américaines, l'Ukraine a présenté l'accord lors de ces réunions comme base pour de futures négociations. Rien ne prouve vraiment que leurs efforts aient eu un impact. Nous avons déjà partagé cette citation particulière de Trump, mais il vaut la peine de la répéter. Il va devoir la prouver. Vendredi sur Fox News, Trump a déclaré ceci. « Ils vont perdre en peu de temps, vous savez, donc ils perdent du terrain.
Samedi, Trump a été questionné sur la réaction possible si l'Ukraine et Zelensky refusaient la proposition. Il pourra donc continuer à se battre avec force. Mais la détermination initiale de Trump et de son administration à promouvoir l'accord semblait vaciller sous forte pression intérieure et internationale. Les annonces et la version préliminaire de l'accord ayant fuité ont provoqué une forte opposition des dirigeants européens et une réaction bipartisane de hauts législateurs à Washington. Même parmi son parti, certains dirigeants ont critiqué le projet, notamment le sénateur républicain Thom Tillis. Si les responsables de l'administration sont plus préoccupés par le fait d'apaiser Poutine que d'assurer une véritable paix, alors le président devrait trouver de nouveaux conseillers. Ou voici l'ancien chef du Sénat, Mitch McConnell. Poutine a passé toute l'année à essayer de prendre le président Trump pour un imbécile. Samedi soir, Trump a voulu nuancer l'idée d'un moment décisif immédiat pour l'Ukraine, affirmant que celle-ci n'avait pas été forcée d'accepter l'accord tel quel. Trump a déclaré samedi aux journalistes américains que l'accord n'était pas son offre finale. Mais ne vous y trompez pas, c'est un rétropédalage de l'administration Trump. La Maison-Blanche a précisé que l'accord donnait à l'Ukraine jusqu'à la fin de jeudi, jour de Thanksgiving aux États-Unis. Une date limite bien placée pour que Trump offre une victoire rhétorique à ses partisans. Espérons qu'il va sans dire que pour l'Ukraine et pour les soldats de Kiev en première ligne. Surtout, améliorer la qualité du Thanksgiving de Donald Trump est totalement hors de propos. Malgré le fait qu'il ait changé d'avis sur la date limite de Thanksgiving, Donald Trump a redoublé d'efforts pour justifier la volonté de l'Amérique de mettre fin à la guerre le plus rapidement possible. Non seulement pour des raisons géopolitiques, mais aussi pour des raisons apparemment personnelles. Sur son site dimanche, Donald Trump a déclaré en majuscule que la direction ukrainienne n'a montré aucune gratitude pour nos efforts. Fin de citation. Dans la même déclaration, Donald Trump a critiqué les nations européennes pour avoir continué à acheter du pétrole russe, bien que seules la Hongrie et la Slovaquie, des pays dirigés par des dirigeants relativement favorables à Trump, continuent de recevoir dans honte du gaz importé. À ce moment-là, Donald Trump a critiqué son prédécesseur, Joe Biden, pour avoir envoyé des armes et de l'argent à l'Ukraine gratuitement. Il a réaffirmé que la Russie n'aurait pas envahi l'Ukraine s'il avait dirigé les États-Unis au début de la guerre. En essence, c'était un retour aux positions que Donald Trump avait toujours tenues pendant sa campagne et auxquelles il revient de temps en temps lorsque le conflit en Ukraine s'avère particulièrement frustrant à gérer, comme l'ont suggéré les dirigeants ukrainiens. Le plan de Donald Trump pourrait comporter une marge de manœuvre, sa fermeté initiale servant peut-être de posture de négociation plutôt que de position intenable sur l'accord. Le haut parlementaire ukrainien Alexandre Meshko a qualifié la proposition, je cite. « C'est inacceptable, mais cela pourrait faire partie du jeu de Donald Trump. Il débute par quelque chose d'absurde et choquant, puis devient plus raisonnable. » Fin de citation. Donald Trump est resté connu internationalement pour adopter des positions initiales très fermes, puis les négocier à la baisse. Il est trop tôt pour que l'Ukraine soit confiante que c'est ce qui se passe ici. Selon certains experts, notamment russophones, il n'est même pas certain que les États-Unis aient participé à la rédaction de l'accord. Certaines phrases dans l'accord sont de notables russismes, soit des expressions qui ne sonnent pas très naturelles et ne font pas partie du langage diplomatique en anglais, mais qui paraissent parfaitement normales en russe. Des termes que les États-Unis n'ont pas utilisés pour parler des enjeux de la guerre en Ukraine, contrairement à la Russie qui les emploie régulièrement. Des sénateurs américains, y compris des républicains du propre parti de Donald Trump, ont déclaré samedi à l'American Press que Marco Rubio lui-même avait confirmé que le plan n'avait pas été rédigé par les États-Unis, mais qu'il s'agissait en fait essentiellement des conditions posées par la Russie, que les États-Unis avaient de reçu d'un intermédiaire. Marco Rubio a affirmé que les États-Unis avaient rédigé la proposition en intégrant les contributions de la Russie et de l'Ukraine, pourtant exclues du processus. Et le département d'État de Marco Rubio a tenté de renforcer cette affirmation. Cependant, cette position demeure douteuse car les sénateurs américains qui ont affirmé le contraire ont cité Marco Rubio comme source, comme si la pression de Washington ne suffisait pas. Il faut aussi noter que cette proposition arrive alors que Kiev est clairement affaiblie. Sur les lignes de front, l'Ukraine subit une pression immense alors qu'elle tente de garder une position dans la ville de Pokrovsk et qu'elle fait face à la pression sur d'autres secteurs du Donbass dans le No Man's Land. Le pays connaît une crise de désertion. Environ 40 000 personnes quittent l'armée chaque mois, surtout pendant la formation. L'Ukraine s'apprête à entrer dans un nouvel hiver rigoureux alors qu'elle fait face à des attaques russes incessantes visant ses infrastructures énergétiques. L'objectif est clairement de mettre en danger les civils ukrainiens, risquant leur mort par le froid en hiver. Et pire que tout, de loin.
Kiev est empêtré dans un important scandale de corruption. Un scandale si grave qu'il pourrait justifier que le public ukrainien, ainsi que les alliés de l'Ukraine en Europe, perdent toute confiance en Zelensky et dans la capacité de son administration à se battre. Et si cela vous intéresse, nous avons publié un épisode séparé sur la crise de la corruption en Ukraine il y a quelques jours. Vous pouvez le regarder si vous le souhaitez. En somme, l'Ukraine était déjà dans sa position la plus faible depuis des années, avant même que cette proposition de paix ne commence à circuler, et Washington comme Moscou le savent sans tous les deux. Les premiers sondages montrent que 75% des Ukrainiens rejettent fortement la proposition de paix, et 70% estiment que la Russie attaquerait à nouveau si l'accord était signé. Mais le problème de fond demeure. Si l'Ukraine pouvait un jour être forcée de capituler sous la menace d'être simplement abandonnée et laissée à s'effondrer, alors ce serait le moment pour les puissances extérieures de brandir cette menace. La contre-offre. Malgré la pression internationale à laquelle l'Ukraine est confrontée, et malgré la difficulté de sa position sur le champ de bataille, cette histoire n'est pas terminée. Du moins pas encore. L'Ukraine peut encore défendre ses intérêts. Et même si elle ne peut pas forcer les États-Unis à changer complètement d'approche, elle peut au moins fixer une limite claire, et refuser de donner à la Russie les moyens d'une nouvelle invasion. Si l'Ukraine joue bien, elle pourrait rallier les États-Unis. Ramener Washington à l'exaspération contre Moscou exprimée par Donald Trump il y a un mois. Si l'Ukraine veut réussir dans cet effort, elle va avoir besoin de l'aide de l'Union européenne. Et en ce moment, il semble que cette aide soit en route. Les dirigeants européens, surpris par la proposition de Washington, sont restés discrets publiquement mais ont exprimé en privé leur mécontentement à l'administration Trump. S'adressant à Politico.eu, un haut responsable de l'Union européenne a déclaré que Wikoff avait besoin de consulter un psychiatre. Un ancien responsable français estime que cette proposition sera probablement rejetée par tous. Selon le même article, lorsqu'un autre responsable de l'Union européenne a été interrogé anonymement au sujet de la proposition, cette personne s'est simplement mise à jurer pendant un moment. En public, les dirigeants mondiaux ont tout fait pour impliquer rapidement l'administration Trump et ramener Washington au bord du gouffre. Au G20 à Johannesburg étaient là présents Emmanuel Macron, France, Keir Starmer, Royaume-Uni, Friedrich Merz, Allemagne, Mark Carney, Canada et Alexander Stubb, Finlande. Ils ont rencontré Ursula von der Leyen, présidente de l'Union européenne, et posé les bases de discussion pour le week-end. Ces discussions se sont tenues samedi à Genève avec des hauts responsables ukrainiens et le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Lors de la conférence, les dirigeants de l'Union européenne ont réitéré les positions qu'ils avaient prises immédiatement après l'annonce de l'accord, que les frontières de l'Ukraine ne peuvent pas être modifiées par la force et que sa puissance militaire ne doit pas être affaiblie au point de rendre l'Ukraine vulnérable à une seconde attaque. Et qu'entre les contributions substantielles de l'Europe à l'Ukraine et la pertinence stratégique évidente d'un cessez-le-feu. L'Europe doit approuver tout accord de paix lorsqu'il sera conclu. Pour ce que ça vaut. L'Europe a reconnu que c'était un moment clé pour Kiev, et qu'un échec à tenir la ligne ici, à tout prix, rééquilibrera le rapport de force sur le continent européen pour la première fois depuis la guerre froide. En même temps, responsables européens et analystes indépendants ont dû envisager une possibilité inconfortable. Que même si cet accord n'est pas censé être une proposition que l'Ukraine ne peut pas refuser, il pourrait être destiné à aider les États-Unis à se désengager définitivement de la guerre en Ukraine. Washington a présenté à l'Ukraine une proposition qui, à tort ou à raison, selon elle, est la meilleure qu'elle puisse offrir, et qu'elle considère officiellement comme la meilleure chance de mettre fin à la guerre. La Russie a, selon tous les indicateurs, accepté l'accord en principe, tant qu'il ne change pas. L'Ukraine porte donc le fardeau du refus, facilitant la tâche à Washington qui peut simplement dire « et on a essayé ». Washington se retire, l'Europe condamne fermement, et Washington réplique « On vous demande depuis longtemps d'augmenter vos dépenses de défense ». Donc si vous pensez que l'Ukraine est si importante pour votre défense continentale, eh bien à vous de payer pour sa guerre. Malheureusement, il y a un problème majeur. L'Europe, telle qu'elle est, ne peut pas soutenir l'Ukraine sans les États-Unis. À moins que la défense de l'Ukraine de sa patrie ne change radicalement. Pour que l'Ukraine poursuive son combat, l'Europe ne suffit pas et Washington en est conscient. En écrivant ces lignes, en fin de journée, le dimanche 23 à Kiev, il y a eu quelques progrès vers un meilleur accord, grâce à ces discussions à Genève. Le principal négociateur ukrainien, Rostom Umarov, a indiqué à la presse internationale que plusieurs discussions de groupe avaient eu lieu entre sa délégation, les Américains, et le reste de l'Europe. Voici. La version actuelle du document, bien qu'encore en phase finale d'approbation,
reflètent déjà la plupart des priorités clés de l'Ukraine. Le dirigeant ukrainien, Vladimir Zelensky, s'est exprimé en ligne au sujet des négociations, soulignant, je cite, « Nous avons tous besoin d'une issue positive » et ajoutant, je cite encore, « Le bain de sang doit cesser, et nous devons veiller à ce que la guerre ne soit jamais rallumée. » Au sommet du G20 en Afrique du Sud, le chancelier allemand Friedrich Merz, figure majeure de l'OTAN et de l'Union européenne, s'est exprimé. Il est très peu probable qu'un accord soit gravé dans le marbre d'ici jeudi, compte tenu des divergences entre les deux parties. Selon Merz, les grandes puissances ne peuvent pas mettre fin aux guerres au détriment des pays concernés. Mais même si cela ne plaît peut-être pas aux médias américains, un processus de négociation plus lent et plus complet tend à produire de meilleurs résultats, quelles que soient les nations ou le conflit. Élaborer un plan de paix en 28 points en quelques jours serait difficile, même si la Russie et l'Ukraine étaient plus proches dans leur position. Si un accord de paix équitable et mutuellement acceptable doit sortir de ce cycle de négociations, alors le temps et la rigueur sont des atouts, pas des inconvénients. Les pourparlers de Genève ont abouti à une contre-proposition au plan américano-russe, rédigée par le groupe E3 européen, Grande-Bretagne, France et Allemagne. En essence, elle reprend les 28 points initiaux de l'accord et les modifie de manière substantielle. Un pacte de non-agression Russie-Ukraine-OTAN et la résolution des ambiguïtés subsistent. La nouvelle proposition écarte la clause sur la non-extension de l'OTAN et l'attente que la Russie n'envahisse pas ses voisins. C'est ce que l'on attend de la Russie depuis avant 2014, mais les attentes internationales n'ont pas été très utiles. L'accord européen limite l'armée ukrainienne à 80 000 soldats en temps de paix, mais permet d'augmenter cet effectif en temps de guerre. Il remplace la plupart des rôles des États-Unis, l'idée étant que l'OTAN les assumera collectivement. Et il réaffirme que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN dépend d'un consensus de l'OTAN qui n'existe pas actuellement. Il précise que l'OTAN n'installera pas durablement de troupes en Ukraine en temps de paix sous son commandement, laissant la possibilité à une coalition de volontaires. Il exige des garanties de sécurité américaine pour l'Ukraine, similaires à l'article 5 de l'OTAN, mais que l'Ukraine perdrait en cas d'invasion russe. Le projet prévoit que l'Ukraine soit entièrement reconstruite et indemnisée, en utilisant notamment les avoirs russes gelés jusqu'à ce que la Russie compense les dégâts causés. La force conjointe de sécurité surveillant le cessez-le-feu comprendra désormais des Européens et des Ukrainiens. L'Ukraine accepte toujours d'être une puissance non nucléaire et de respecter les lois de l'Union européenne sur la protection religieuse et linguistique. Toutes les négociations territoriales débutent désormais à la ligne de contact actuelle et l'Ukraine s'engage à ne pas reprendre de territoire par la force. Il n'y a pas d'immunité pour les actes commis en temps de guerre. Et bien que l'Ukraine doive toujours organiser des élections dès que possible, il n'y a pas de date limite stricte pour que Kiev le fasse. Dans l'ensemble, c'est un accord bien meilleur du point de vue de l'Ukraine, avec un seul défi majeur. Tout comme les contraintes et les conditions de l'accord initial étaient inacceptables pour l'Ukraine. Les conditions de cet accord seront sûrement inacceptables pour la Russie. Après la réunion de Genève, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a salué les progrès réalisés grâce aux négociations, qu'il a qualifiées de citations. Encore une fois, les meilleurs jusqu'à présent dans tout ce processus depuis notre arrivée au pouvoir en janvier. Ces propos ont été repris par le principal négociateur ukrainien Andriy Yermak, qui a salué, je cite, « de très bons progrès dans, je cite, l'avancée vers la paix juste et durable que le peuple ukrainien mérite ». Mais cela reste les déclarations des négociateurs chargés de s'asseoir autour de la table et d'élaborer une proposition à présenter à Washington et à Moscou. Tous ces progrès et cet optimisme peuvent s'effondrer si Trump, Poutine ou les deux rejettent simplement cette nouvelle proposition. Ce n'est pas la première tentative de règlement diplomatique en Ukraine. Et les points les plus importants des positions de la Russie et de l'Ukraine restent fondamentalement inchangés par rapport à ce qu'ils étaient lors des précédentes séries de négociations. Certes, il n'est pas impossible que tout cela se termine bien pour l'Ukraine au final, mais il y a beaucoup de façons pour que ce processus tourne mal. Il y a peu de chances que l'Ukraine et l'Europe réussissent parfaitement leur atterrissage. Quant à ce qui pourrait mal tourner, malheureusement, la liste est assez longue. L'Ukraine, les États-Unis et l'Europe pourraient-eux ne pas s'accorder sur ce compromis, poussant les États-Unis à se désengager ou à réduire fortement leur implication dans le conflit. Les États-Unis pourraient porter les conditions de paix modifiées de l'Ukraine à la Russie, provoquant sa fureur, et utiliser le refus de leur accord idéal pour justifier l'intensification de leur effort de guerre, notamment les attaques contre les infrastructures énergétiques.
ou en poussant les États-Unis à offrir une meilleure proposition à la Russie. Moscou pourrait alors manipuler la situation. Et l'attachement constant de Donald Trump à Vladimir Poutine vise à pousser les États-Unis à se retirer d'Ukraine encore plus résolument. Après ces discussions, l'Ukraine et l'Europe ont travaillé avec la délégation de Rubio pour élaborer une proposition nettement améliorée. Mais cela ne signifie pas que Trump ou Poutine seront reconnaissants. C'est pour eux l'occasion de lever les bras au ciel et de déclarer que la paix est impossible, tout autant que c'est une chance d'avancer vers la fin de ce conflit. Il est important de souligner que tout ce projet de proposition était l'idée de la Russie. L'accord initial reprenait surtout les conditions russes, très favorables à leur santé, et si l'on en croit les analyses extérieures, certaines parties de la taxe ont été reprises mot à mot du texte russe original. Vladimir Poutine et son entourage peuvent être très corrompus, autoritaires et mener une guerre d'expansion injustifiable. Mais ils ne sont pas stupides. La Russie reste totalement inflexible sur ses conditions pour arrêter la guerre. Mais elle ne se fait aucune illusion. Après 4 ans de combat, l'Ukraine ne va pas soudain adopter le point de vue russe. Si Washington exerçait d'une manière ou d'une autre une pression si forte sur l'Ukraine qu'elle acceptait la proposition de paix initiale telle qu'elle, alors Poutine serait bien sûr très satisfait. Mais ce n'est sans doute pas le plan de Moscou. La Russie devait tout simplement anticiper que l'Ukraine et l'Europe réagiraient soit mal et qu'il était au moins assez probable que Washington accepte d'essayer de modifier l'accord lors de négociations ultérieures. Ce n'est pas une surprise. Donc la vraie question est, qu'espérait atteindre le Kremlin après le début de ces discussions ? Nous ne pouvons pas en être certains. Mais comme l'Europe et les observateurs internationaux, nous soupçonnons que le but réel serait de rompre le lien entre les États-Unis et l'Ukraine. Des rapports circulent déjà sur les véritables objectifs de la Russie, selon une analyse de l'Institut pour l'étude de la guerre publiée le 21 novembre. Des sources mondiales rapportent que le Kremlin ne soutient même pas sa propre proposition de paix. Même ce projet était jugé trop indulgent envers l'Ukraine. Selon le Institute for the Study of War, une source russe affirme que le Kremlin trouvait la proposition initiale trop généreuse en garantie de sécurité et en limite d'effectifs pour l'armée ukrainienne. Et elle n'aurait pas dû envisager que les avoirs russes gelés servent à autre chose qu'à être restitués à la Russie. Selon une autre source, Poutine n'est pas pressé de conclure un accord de paix avec l'Ukraine, et c'est Trump qui essaie de faire avancer tout cela. Poutine affirme publiquement que la Russie atteindra ses objectifs militaires, tandis que le Kremlin insiste sur l'inévitabilité de sa victoire en Ukraine. Des dirigeants éminents de l'État russe, la Douma, ont tourné l'accord en dérision devant le public russe, insistant sur le fait qu'il ne peut pas aboutir à une véritable paix. Pour eux, seule une victoire claire de la Russie sur le front serait suffisante. Leurs déclarations publiques ne sont sûrement pas fortuites, et le Kremlin n'autoriserait pas la diffusion de ces messages au public russe, à moins qu'elle ne représente une position que la Russie est prête à soutenir devant son propre peuple. Si la Russie avait réellement l'intention que cette proposition de paix, apparemment rédigée par son propre représentant, aboutisse à un cessez-le-feu, alors sa position publique et privée à l'égard de l'accord n'aurait aucun sens. Ce n'est pas le cas ici. La Russie observe les facteurs qui se présentent. De la hâte de Washington à conclure un accord à l'instabilité intérieure de l'Ukraine, en passant par la capacité limitée de l'Europe à remplacer Washington en cas de retrait. Pour l'instant, la proposition de paix entre les États-Unis et la Russie semble vouloir exploiter cette situation. L'accord offre à Washington et à Donald Trump une échappatoire à toute cette frustration envers Kiev et donne à Donald Trump l'occasion de croire qu'il a tout essayé. Ses envoyés ont fait tout ce qu'ils pouvaient et ces foutus Ukrainiens refusent simplement d'accepter la trêve. L'accord impose à l'Ukraine et à ses alliés européens de rejeter rapidement et fermement la proposition initiale. Et la Russie comprend la façon dont Trump et ses alliés ont tendance à réagir lorsqu'un accord qu'ils proposent est fermement rejeté. La Russie sait qu'avec la désertion et la corruption en Ukraine, Washington a plus de mal que jamais à justifier sa confiance en Kiev. Le lien entre Washington et Kiev était déjà fragile, et pour Moscou, c'est une occasion de rompre définitivement ce lien. Ou du moins jusqu'à une transition de pouvoir aux États-Unis. Une fois cette connexion coupée, la Russie aura une réelle chance de victoire sur le champ de bataille. L'Europe peut continuer à fournir une assistance militaire et même acheter des armes aux États-Unis pour ensuite les envoyer vers les lignes de front. Mais cela ne suffira pas. La Russie affronte d'immenses défis qui se feront sentir d'ici 1 ou 2 ans. Mais ils ne se sont pas encore manifestés. Et la Russie dispose de suffisamment de renforts pour croire qu'elle peut obtenir des succès militaires à court terme.
Rappelez-vous, la guerre en Ukraine aujourd'hui est ce qu'elle a toujours été. Une guerre d'usure brutale et désespérée, où les deux camps ont tout fait pour pousser l'autre à bout. L'Ukraine a résisté jusque-là et pourrait continuer avec le soutien total de l'OTAN. Mais si les États-Unis se désengagent complètement, la capacité de l'Ukraine à continuer de se battre comme elle l'a fait sera gravement compromise. L'Europe n'est pas prête à combler cet écart, du moins pas encore, et la Russie le sait. Pour l'instant, l'Ukraine reste toujours défiant. S'adressant à la nation avant les pourparlers de samedi et en commémorant la famine des années 1930 ayant tué des millions d'Ukrainiens sous Staline, Zelensky a déclaré « Nous nous défendons encore contre la Russie, qui n'a pas changé et apporte à nouveau la mort. Nous avons défendu, nous défendons et nous défendrons toujours l'Ukraine. Car ici, chez nous, dans notre maison, la Russie ne sera jamais la maîtresse. » Mais ce que Volodymyr Zelensky n'a pas dit compte tout autant. L'Ukraine pourrait être à quelques jours d'être abandonnée par son allié mondial le plus important, dans une rupture diplomatique manipulée que la Russie semble avoir orchestrée de manière que les dirigeants américains ne comprennent pas ou pire, souhaitent voir se produire. Les prochains jours seront décisifs pour la survie de l'Ukraine face à l'invasion russe et pour éviter la suivante. Si l'Ukraine est définitivement abandonnée, empêcher ou survivre à la prochaine invasion pourrait devenir impossible. Merci de regarder.